Bonsoir, Bonsoir Hugues, comment tu vas? je vais bien et toi? Très bien, très bien. Bon, ne Bon, t'en fais pas, on sait qu'on avait prévenu tout le monde, donc tu avais du retard. J'en ai profité pour faire ta présentation. ok. Alors, je voudrais que tu me corriges quand même, parce que j'ai cité ton palmarès. Double champion Et du monde de triple saut, c'est c'est ça? ça. Donc, dernièrement, pour la deuxième fois champion d'Afrique, puisque tu as remporté Mhm, la médaille d'or à Ghana, à Accra, au Ghana, la semaine dernière. mhm. Record du monde en salle avec une performance de 18,07 mètres. C'est ça. Ah, et septième meilleure performance mondiale. C'est ça, de tous les temps. Bravo. Et donc, Merci. pour les JO de Paris 2024. Ah, une belle médaille qui m'attend. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et je voulais m'excuser auprès des personnes qui sont connectées par rapport à mon retard. Donc, indépendant de ma volonté à cause de l'entraînement et de plein d'autres choses qui se sont mises entre-temps dans mon programme. Donc, sans plus tarder, on pourra commencer effectivement déjà par une présentation. Comment tu veux que ça se passe? Est-ce que j'y vais direct ou c'est comme tu veux? Oui, oui, Dis-moi. oui, tu peux. Est-ce que tu as la possibilité de partager l'écran déjà? Et j'aimerais te mettre en plein écran. Je ne sais pas comment je. Galerie, c'est pas bon. Ouais, et je vais m'enlever pour qu'on puisse bien te voir. Voilà, parfait. D'accord. Très Donc, bien. j'ai déjà expliqué que la présentation se déroulerait où tu vas présenter donc ton expérience d'étudiant international en France notamment, et, Parfait. Oui. donc les points positifs comme les points négatifs. Mhm. Dans quel ordre tu vas commencer. Et ensuite, tu parleras certainement de ta fondation un petit peu. Mhm. Puis, on aura l'occasion à la fin d'avoir un échange questions-réponses. Donc, je D'accord. la parole, moi je vais m'asseoir Ça et marche. la Très bien. parole est à toi. Merci. OK. Merci pour la parole. Donc, pour reprendre rapidement ma présentation, je suis Hugues Fabrice Zango. Donc, aujourd'hui, je suis docteur en génie électrique. Donc, doctorat obtenu en décembre dernier. Et parallèlement à cela, c'est vrai que je pratique du sport de haut niveau, notamment de l'athlétisme. Et je suis, comme l'a dit Alexis, double champion du monde, voilà, multiple champion d'Afrique, voilà, un record du monde en salle et septième meilleure performance de tous les temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, il faut savoir que mon histoire a commencé en, en 1993. Je suis né à Ouagadougou, au Burkina Faso notamment, et à Ouagadougou en plus. Et c'est une ville, c'est la troisième ville du Burkina Faso. Et là-bas, on nous appelle en fait des révolutionnaires parce que la plupart du temps, les révolutions du Burkina Faso partent de cette ville-là. Donc, on peut dire en quelque sorte que j'ai bien pris le tempo et j'ai voulu révolutionner un peu le sport et d'autres choses en fait dans mon domaine notamment. Donc, mais j'ai fait toute ma scolarité à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, jusqu'en 2016 où et je viens en France pour continuer avec le master parce que il faut dire que j'ai fait des études d'ingénieur, bon, jusqu'à troisième année de licence en fait à Deux Yeux qui est une école en collaboration d'ailleurs avec Mine d'Albi. Et à Deux Yeux, en fait, on a une formation qui nous permet d'être des ingénieurs entrepreneurs, des ingénieurs qui créent des entreprises et qui ont un impact social sur la population là où on passe. Et là-bas, j'ai appris pas mal de choses, mais le cursus de Deux Yeux me permettait de faire en fait du génie électrique vraiment orienté bâtiment. Au niveau industriel, c'était un peu peu. Et moi, je voulais vraiment étudier tout ce qui est électrotechnique. C'est vraiment ce qui me passionnait surtout. Et électrotechnique, j'ai bien sûr visé la France. Et lorsque j'arrive en 2016 à Béthune, parce que c'est à Béthune que j'atterris en fait. Bon, l'histoire de Béthune, je pourrais vous la raconter parce qu'il y a bien sûr un double volet. Vous savez que j'ai dû combiner le sport et les études, bien sûr. Et donc, il y a un double volet qui m'a amené à Béthune. Donc, je vais d'abord raconter l'histoire de tout ce qui est euh, études, ensuite tout ce qui est sport, et ensuite je vais faire le lien. Et derrière, je vais vous raconter tous les défis en fait que auxquels j'ai dû faire face pour ensuite progresser au fur et à mesure pendant tout mon séjour en France jusqu'à cette année. Donc,
j'arrive en 2016 à Béthune où je commence bien sûr un master d'ingénierie, donc en électrotechnique notamment. C'est une filière, c'est beaucoup plus général. En master d'ingénierie, nous faisons du bâtiment, nous faisons du solaire, nous faisons de l'électrotechnique. Mais en master 2, on a beaucoup plus un cursus comment dire, spécialisé en gros. Donc, c'est un master 2 que je me spécialise beaucoup plus dans tout ce qui est ingénierie de système électrique, vraiment axé électrotechnique. Et donc, la chance, c'est que bah, j'avais quand même de très bonnes notes scolaires à 2 yeux, donc ce qui m'a facilité pas mal de choses à, lorsque j'arrive en France. Et ensuite, en France, j'ai eu aussi de très bonnes notes scolaires, ce qui m'a facilité pas mal de choses également. Donc, après mon master 2 que j'ai fait en recherche, en fait, j'avais déjà envie de faire un doctorat. Donc, j'ai fait un master de recherche orienté électrotechnique et derrière, j'ai enquillé sur une thèse qui m'a pris 3 ans et demi et finalement, la soutenance a eu lieu en décembre dernier. Donc, par rapport au sport, le sport a rencontré ma vie où j'ai rencontré le sport en 2011. J'étais encore à Ouagadougou et j'étais en classe de première, donc juste avant la terminale. Et là, j'ai commencé à m'entraîner. J'avais un niveau complètement moyen, un niveau qui était, bah, quand je dis moyen, c'est vraiment tout le monde faisait les performances que je faisais. Et moi, j'ai été repéré à l'occasion d'une compétition inter lycée et collège, en fait, à Ouagadougou. Et lorsque je commence à m'entraîner, je me rends compte que j'étais parmi les derniers. J'étais parmi les derniers au Burkina. Et au début, ça ne m'a pas, bien sûr, motivé. Et bah, j'ai demandé à mon coach, finalement, je m'entraîne. Pourquoi? Voilà, pourquoi on s'entraînerait? Parce qu'au Burkina Faso, en fait, l'athlétisme mène à quoi, finalement? Et il m'a fait comprendre que l'athlétisme pourrait me permettre de voyager, pourrait m'ouvrir justement des portes, en fait, que je ne soupçonne même pas, et ainsi de suite. Bon. Moi, ce qui m'a retenu, c'est bien sûr les voyages, mais pour voyager, il faut être parmi les 2 meilleurs de son pays. Donc, à chaque fois, les sélections, c'est les 2 meilleurs du Burkina, ainsi de suite, qu'on amenait hors du pays pour des compétitions. Et moi, en 2011, je peux vous dire que je n'avais pas encore visité vraiment. euh, je n'avais jamais vu ce qui se passait hors des frontières du Burkina Faso. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a motivé à commencer vraiment et à rester dans l'athlétisme. Donc, mon objectif, c'était d'abord être parmi les 2 meilleurs du Burkina. Et donc, derrière, je commence à m'entraîner tranquillement et je vois que mes performances progressent. Je progresse plus ou moins rapidement, ce qui me permet en 1 année et demie d'être parmi les meilleurs justement du Burkina Faso. Donc, ce qui me permet de visiter la Côte d'Ivoire à côté, le Togo et derrière de pouvoir venir en France en 2013. Donc, en 2013, c'est vraiment l'année où je sors hors de l'Afrique complètement. Donc, je viens en France, à Nice pour la première fois. Et là, je fais bien sûr les compétitions. C'était les Jeux de la francophonie où malheureusement, je finis parmi les derniers. Et ça m'a quand même donné quelque chose. Ça a allumé une flamme en moi. Et pour moi, en fait, il faut absolument que je sorte hors de l'Afrique le plus souvent et ainsi de suite. Parce que au-delà même du sport et au-delà des choses, moi, j'étais émerveillé parce que je voyais. Et ça nourrissait également mes ambitions. Tout ce que je voyais à la télé, c'est ce que je pouvais voir maintenant de visu. Donc, c'était quelque chose qui me motivait. Et donc, j'ai continué à m'entraîner, à rajouter une séance d'entraînement en plus de ce que je faisais parce que je m'entraînais 3 fois par semaine. Et là, j'ajoute une séance et encore une autre. Donc, j'étais à 5 séances par semaine quand j'étais en 2015, donc juste au moment de ma licence. Et donc, parallèlement à cela, vu que justement à 2 yeux, j'allais pas avoir la filière électrotechnique qui allait me mener vers l'étude des machines, ce que je désirais faire, j'ai commencé à prospecter la France, justement, pour venir en 2016. Donc, en 2015, lorsque je fais ma licence, j'essaie en même temps de faire des petits projets pour des gens. Voilà, je fais des notes de calcul, des trucs comme ça, ce qui me permet d'avoir un peu d'argent et de pouvoir récolter, et de pouvoir économiser, d'épargner pour pouvoir préparer mon voyage 1 année plus tard. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Et tout ce que je faisais au niveau des compétitions, les petites primes que je grattais par-ci, par-là, j'essayais de les réunir pour justement mon voyage en 2016. Donc, 2016 arrive et la chose, c'est que j'étais le meilleur au Burkina et donc je suis qualifié pour les JO. Bon,
aussi, j'étais le deuxième en Afrique parce que ma progression s'est faite plus ou moins rapidement, hein. Je ne vous avais pas raconté ça, mais en tout cas, en 2015 et 2016, j'ai fait un gap d'1 mètre, ce qui m'a permis de me placer deuxième en Afrique et donc me qualifier pour les JO à Rio en son temps. Et donc, derrière Rio, j'avais déjà mon plan, j'avais déjà eu les universités. Pratiquement toutes les universités auxquelles j'avais postulé ont accepté parce que j'avais quand même de très bonnes notes scolaires à deux yeux. Et deux yeux aussi est bien connu en France, donc ça m'a beaucoup facilité la vie. Et donc, derrière, il fallait trouver aussi un lieu qui cadre aussi avec mes ambitions sportives et sportives. Et donc, derrière, les ambitions sportives, c'était quoi? C'était de pouvoir progresser, de pouvoir aller chercher un 17 mètres parce que j'étais encore à 16 mètres, un 17 mètres qui allait me placer dans le top 20 mondial et ainsi de suite. Donc, l'idée aussi, c'était de progresser au niveau du sport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé en envoyant un CV sportif à beaucoup, mais beaucoup de clubs en France, justement, dans les différentes localités où j'avais eu des acceptations au niveau de l'université. Et donc, les différents clubs, bon, il y a des clubs qui ont répondu favorablement et le club qui avait la meilleure offre aussi m'a permis c'était Béthune justement, et c'est là que j'ai atterri. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est étudiant international et qu'on veut venir en France, souvent on peut faire face à des problèmes de moyens. C'était vraiment mon cas, hein, parce que j'avais pas forcément tous les moyens pour pouvoir venir en France. Il fallait bien se préparer. Et donc, se préparer demandait justement de pouvoir avoir peut-être de l'aide. Donc, j'ai utilisé tous les filons qui étaient, toutes les armes que j'avais à disposition, notamment le sport et aussi toutes les activités sociales et ainsi de suite que je faisais au Burkina Faso pour pouvoir enchérir mon CV et montrer que je suis une personne fiable, en gros. Et donc, j'ai le financement, j'arrive en France en 2016. Et comme vous le savez, lorsqu'on arrive en France, premièrement, je pense que tous les étudiants internationaux le savent, ben, en fait, si vous n'êtes pas très souvent à l'extérieur et que vous venez d'un pays où vous ne connaissez pas l'hiver, c'était mon cas, vous pouvez être confronté à votre premier hiver. Et moi, j'étais bien, bien au nord de la France, au nord Pas-de-Calais. Donc, chez les Ch'tis, il faut savoir que là-bas, bah, il n'y a jamais de soleil, et il y a beaucoup bah, il fait froid bah, toute l'année pratiquement, hein. Même il faut vraiment attendre juin pour avoir bah, de la lumière et aussi de la chaleur, quoi. Donc, j'atterris chez les ch'tis. Dès septembre, pour moi, il fait froid. Donc, en septembre, pour moi, il fait froid, même si on était déjà même si on était encore à 20 degrés. Pour moi, quand même, il fait froid parce que au Burkina, je suis habitué à 35 degrés, voire plus. Donc, déjà, une adaptation à avoir au niveau de, de, bah, du climat. Ensuite, il y a une adaptation complètement différente à avoir au niveau de l'alimentation. Et ça m'a créé un gros stress quand même. Parce que lorsque je suis arrivé, je ne savais rien. Je connaissais pas les épices. Je connaissais pas ben, ce qui se présentait à moi. Ce qu'on utilisait au Burkina pour cuisiner ne sont pas vraiment les mêmes choses qu'on voit ici. Bon, on peut voir du riz, on peut voir des pâtes. Mais derrière ça, ben, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il y a du fromage que je découvre. Il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on découvre et qui font que bah, finalement, on peut être perdu. Et moi, j'étais perdu, en l'occurrence, ce qui m'a fait prendre un peu de poids. Voilà, ça m'a fait pas prendre 3 4 kilos, alors que j'essayais de restreindre, hein. Voilà, je découvre des choses. Mais voilà, tout ça, ça fait partie bah, de l'adaptation du départ. Et pour moi, c'est très, très important. Et quelque chose aussi qui est souvent différent lorsqu'on arrive, c'est souvent les emplois du temps au niveau scolaire, qui sont souvent différents bah, de ce qu'on vit en Afrique. En l'occurrence, pour moi, c'était quand même différent. Donc, ça m'a demandé aussi une autre organisation de mon temps. Bah, il faut savoir que lorsqu'il fait froid, déjà, c'est plus difficile de se réveiller le matin. Moi, je suis pas du matin, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mais derrière, justement, lorsque nous devons organiser notre temps pour nous réveiller quand même le matin, pour faire les activités, ben, tout ce qu'il y a au niveau scolaire, derrière bosser et ainsi de suite, ça demande quand même une nouvelle organisation globale de son emploi du temps. On peut faire face aussi à un stress et on fait face tout ça, à ce stress-là, un stress affectif en fait, parce que souvent on quitte nos familles. Souvent, pour certaines personnes, c'est la première fois même qu'elles quittent leur famille, qu'elles sont aussi loin de leur famille pendant pour longtemps. Donc, on peut faire face à différents stress qui peut finalement derrière créer des burn-out et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. De toute façon, on va en rediscuter tout à l'heure.
Donc, finalement, venir en France, c'est sortir en gros de sa zone de confort. Et finalement, c'est celui qui apprend à mieux gérer cet inconfort pendant un moment et qui apprend à l'accepter. Plus vite tu l'acceptes et plus vite tu sors de cette zone d'inconfort. Et derrière, ça peut te permettre justement de pouvoir exprimer ton vrai talent. Parce que lorsque nous venons en France, bah déjà, être accepté en France pour une université, montre qu'on a quand même le niveau. Voilà, parce que le processus de sélection est quand même assez strict, ce qui fait que si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment à votre place. Après, c'est à vous de mettre les choses en place pour effectivement essayer d'exprimer au maximum votre potentiel, voire mieux. Moi, j'aime dire que exprimer, donner son maximum, c'est bien, mais donner un peu plus que son maximum, c'est encore mieux, en fait. Donc, c'est un peu ce processus-là. Donc, pour revenir justement par rapport aux différentes aux choses auxquelles j'ai eu à faire face en France, comme je disais, déjà au niveau de l'organisation de mon temps, il faut savoir que moi, j'étais bien sûr entre le sport et les études, ce qui faisait que, bon, j'avais un emploi du temps plus ou moins chargé, un emploi du temps de ministre, hein. Donc, le matin, de 8 heures à pratiquement 18 heures le soir, on a souvent des cours et c'est justement à 18h30 et tout qu'on va à l'entraînement. Bon, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des stades un peu partout et on a des stades vraiment à côté des différentes universités, ce qui fait que on peut quand même essayer de manager son temps d'une certaine façon. Pour moi, le secret pour pouvoir justement organiser son temps, c'est vraiment se fixer des objectifs au départ. Donc, lorsqu'on arrive tous, bien sûr, on veut être les meilleurs, on veut avoir de très bons diplômes et on veut être souvent le major de sa promotion, on veut euh, bah, tout simplement avoir son diplôme pour justement avoir un bon métier, ainsi de suite. Et ces objectifs-là, nous devons les consigner. Donc, moi, lorsque j'arrivais en France, c'est vraiment ce que j'ai eu à faire. J'ai bien écrit mes objectifs et mon objectif, c'était premièrement être major de ma promo, donc ainsi de suite, parce que bon, mon histoire est que depuis le plus jeune âge, depuis mes classes de CP, j'ai toujours été major de promo, donc jusqu'en master, jusqu'en licence et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que lorsque j'arrive en France, mon objectif, c'est aussi de continuer sur la lancée, de ne pas relâcher ma recherche d'excellence et ainsi de suite. Donc, ça faisait partie de mon code. Donc, pour moi, c'était d'être major de ma promotion. Et donc, pour être major de sa promotion, il y a quand même des choses à mettre en place et ainsi de suite. Déjà, au niveau des cours, il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour moi parce que j'avais pas eu à avoir tous les prérequis pour l'électrotechnique, ce qui fait qu'il y a eu quand même un petit décalage. Souvent, ça arrive, hein, et donc, en ce moment, il faudra effectivement bosser. Et l'autre truc, c'est que ça va vite en France. Quand je dis ça va vite, c'est quoi? C'est que dès mon premier cours, lorsque j'arrive, en fait, le professeur, il nous a montré des choses. Et donc, c'est là que finalement, je me rends compte c'est là que je me suis rendu compte justement de l'écart entre ce que je savais et ce que j'aurais dû savoir. Et pour moi, en fait, on ne le dit pas encore assez, mais les prérequis sont quand même très, très importants pour pouvoir suivre en fait un cours. Et pour moi, justement, ce qui manque souvent à différents étudiants, c'est de bosser les prérequis qui nous permettent de comprendre le cours. Pour moi, c'est une étape non négligeable, en fait. Et donc, ça nous permet justement de pouvoir suivre les cours en classe et de pouvoir justement gagner du temps. Et gagner du temps, bien sûr, dans nos révisions et dans même pour le futur, en fait. Et donc, pour pouvoir faire les prérequis, il faudra demander les questions aux professeurs qui pourraient nous ramener à des livres, à des choses qu'on pourrait lire, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Et derrière, pour pouvoir bosser et organiser son temps, comme je dis, après les objectifs, les prérequis, il faudra se mettre au travail. Et pour se mettre au travail, il y a des systèmes, des techniques que moi j'utilise. Moi, j'utilise une technique comme on appelle du deep work. Il faut savoir que il y a plusieurs façons d'aborder, en fait, de pouvoir bosser. Il y a plusieurs façons de bosser. Il y a ceux qui préfèrent bosser justement en groupe,
Il y a ceux qui préfèrent justement bosser solo. Pour moi, en fait, tout dépend. Bon, bien sûr, quand on a des projets scolaires, on est obligé de bosser en groupe, mais même là, on a des parties qui nous incombent, en fait. Donc, derrière, pour gagner du temps, il faut vraiment bosser en amont pour pouvoir facilement échanger et aller vraiment à l'essentiel et ne pas perdre de temps. Donc, au niveau comme je parlais de deep work, moi, pour bosser justement mes leçons, mes prérequis et même les leçons que je dois, les leçons qu'on nous donne en classe, il y a, il faut se donner du temps. Et se donner du temps dépend bien sûr des capacités de chacun, de concentration, de facilité d'apprentissage et ainsi de suite. Je pense qu'il faut absolument se connaître à ce niveau. Et moi, euh, parce que je reviens à moi, parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir servir d'exemple. Donc, moi, en l'occurrence, je sais par exemple que j'ai beaucoup de facilité en maths, j'ai beaucoup plus de difficultés dans certains phénomènes physiques. Il ne faut pas hésiter à demander comment dirais-je, à nos camarades qui ont une meilleure compréhension de certains phénomènes, par exemple. Donc, il y en a qui ont des compréhensions, voilà. Tu pourrais leur expliquer ton point de vue parce que souvent tu es juste dans un nuage et te suffit juste d'un mot pour pouvoir tout lier. Donc, c'est souvent, pour moi, c'est un processus important. Pouvoir déjà bosser, vraiment bosser tout ce qui est l'environnement du phénomène physique que tu veux comprendre et ainsi de suite. Et donc, derrière, demander à quelqu'un de te donner sa compréhension en quelques mots, justement, de ce phénomène-là. Ça, c'est très, très important de pouvoir synthétiser, de synthétiser. Ça nous permet de pouvoir faire facilement les liens et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je bossais. Et moi, quand je parlais de deep work aussi, c'est vraiment, moi, je peux me concentrer longtemps. Donc, j'ai de la chance de pouvoir me concentrer longtemps sur une journée. Après les cours, je peux encore me concentrer limite 2 heures, en fait. Donc, je veux dire, lorsqu'on finit à 18 heures et que je finis mes entraînements à 20 heures 21 heures, bah, 21 h 30 à 23 heures, moi, je peux me concentrer. Je peux vraiment être très, très concentré pour comprendre quelque chose. Et quand vous voulez comprendre un phénomène, il faut juste comprendre ce phénomène-là. N'ayez pas, quand même, quand vous avez des objectifs de bosser, n'ayez pas de très, très gros objectifs. Dites-vous, en fait, l'important, c'est de commencer. Quand je dis commencer, vous avez 10 pages de leçons à bosser. Pour moi, c'est de bosser les 3 premières pages pour bien les comprendre avec les prérequis, bien sûr, en amont. Donc, bien les comprendre. Et derrière, bah, les autres pages, en fait, c'est un lien. Donc, les connexions se feront rapidement. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Deuxièmement, lorsque je parlais aussi de toutes les choses auxquelles j'ai eu à faire face, j'ai parlé du stress, bien sûr, affectif et ainsi de suite, du stress alimentaire et voilà, des inquiétudes diverses qu'on peut avoir quand on est étudiant international. Les inquiétudes diverses, ça peut être au niveau des papiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse à faire en France lorsqu'on arrive. Alors, c'est un bon, un mauvais côté. Bon, voilà, c'est quand même compliqué. Et moi, quel que soit qui tu es, tu as quand même de la paperasse à faire. Donc, même quand tu as tout, ben, tu dois déposer. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a tu deviens responsable, en fait. Quand tu arrives en France, bah, qui que tu sois, tu deviens responsable de ta vie, c'est un très bon côté, hein. Moi, je trouve que c'est un bon côté parce que ça nous responsabilise et ça nous prépare, bien sûr, à beaucoup de choses derrière. Mais c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de papiers qui peuvent créer des inquiétudes, créer du stress et ainsi de suite. Mais derrière la gestion du stress, justement, de tout cela, il faut savoir faire la part des choses. Donc, faire la part des choses, c'est de savoir ce qui dépend bien sûr de nous, ce qui ne dépend pas vraiment de nous. Parce que lorsque vous avez fait tout ce qu'il faut, ben, que l'école vous a donné les documents, que vous avez pu déposer à la préfecture ce qu'il faut, bah, derrière, vraiment, ça ne dépend pas beaucoup de vous, hein. Donc, il y a des techniques pour pouvoir gérer le stress. Vous savez, il y a tout ce qui est méditation. Ça marche très bien. Moi, en tant que sportif et étudiant, ça m'a beaucoup aidé justement à me départir de certaines choses qui n'étaient pas utiles pour le moi et justement sur lesquelles je ne peux plus agir, en fait, et pouvoir me concentrer sur ce sur quoi je peux agir. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment se concentrer sur les choses qui dépendent de nous, pas justement les choses pour lesquelles nous sommes responsables et travailler dessus et les choses qui ne dépendent pas de nous, juste prier que ça se passe bien. Voilà, donc il y a des techniques comme ça qui nous permettent de jouer et de gérer tout cela. Et donc, globalement, lorsqu'on arrive en France, comme je disais, il y a quand même
on sort de sa zone de confort parce qu'on quitte son pays, on quitte sa famille, donc le stress affectif. Et le stress affectif, je pense que chacun a une façon de gérer la chose. Moi, j'avais de la chance parce que moi, j'avais aussi... j'ai essayé quand même pour mes amis qui avaient des syndromes de ce stress-là, donc des gens qui se referment et qui se referment au fur et à mesure. Bah, il y en a qui pleurent et il y en a qui se rapprochent du burn-out, qui n'ont plus d'énergie. Ben, l'idée, c'est de pouvoir sortir parce que l'homme, comme on dit, c'est un animal social. Il ne faut pas hésiter à sortir et à aller dans des associations. L'association des étudiants, par exemple, de l'école, faites des activités, sortez un peu plus. Et quand je parle d'association, faites des actions qui vous tiennent à cœur aussi. Donc, vous pouvez décider de lutter contre des gens, des réunions de personnes qui luttent contre une certaine maladie et ainsi de suite. Pour moi, c'est très, très important. Et pour moi, le sport m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait des contacts, j'ai fait beaucoup de relations là-bas qui m'ont facilité même l'accès à des stages de perfectionnement et ainsi de suite plus tard. Pour moi, en fait, ça, c'est très important de pouvoir de réduire la charge justement de ce stress affectif-là en partageant justement des moments de qualité, bien sûr avec des personnes ou des causes en fait qui nous tiennent à cœur. Pour moi, ça c'est très très important et à ne pas négliger parce que bah, sinon derrière, voilà, on peut vraiment tomber très bas et avoir beaucoup de mal à remonter. Donc ça c'est très très important. Donc il faut savoir que lorsqu'on sort de sa zone de confort, il y a quand même toujours, comme je disais, des choses à apprendre quand on sort de sa zone de confort. Et comme je dis, ceux qui réussissent le plus, ce sont ceux qui sont confortables hors de leur zone de confort finalement. Donc, dites-vous que, et moi aussi, hein, quand je suis arrivé, c'est ce que je me suis dit et j'ai eu à lire quand même pas mal de choses de psychologie et ainsi de suite, pour essayer de me reconforter, pour essayer de travailler justement mon mental, mon mindset et travailler à rester responsable et maître justement de ce qui m'arrive, de ce qui se passe autour de moi. Donc, faire des choix, bien sûr, parce qu'on devient responsable et ainsi de suite. Donc, ensuite, il faut savoir que même lorsqu'on fait tout ça, lorsqu'on gère son stress, lorsqu'on organise bien son temps, qu'on bosse, qu'on est le major de sa promo, voilà, à un moment donné, n'empêche, en fait, la vie devient fade, en fait. Et donc, il faut savoir dire stop aussi et se ressourcer. Donc, ça, c'est très, très important. Et moi, je peux dire stop, en fait, à un moment donné où je prends un bon week-end entier où, bah, se ressourcer, c'est quoi? Sortir, manger, dormir, voilà, rencontrer des gens et ainsi de suite. On ne peut pas toujours avoir un emploi du temps de ministre, à moins qu'on soit sous coke. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, il faut vraiment savoir et dire stop, faire du sport, pouvoir se reprendre en main. Quand on parle bah, je parlais de stress alimentaire et ainsi de suite. Donc, il y en a, ça devient un peu trop comme ça, bah, on mange toujours plus et voilà, on peut prendre du poids, on peut prendre des maladies et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment pas, bah, on sait tous que c'est pas la bonne façon d'agir. Et quand on sait que c'est pas la bonne façon d'agir, il faut faire un choix et dire stop. Et quand on dit stop, maintenant, se reprendre en main tranquillement en faisant des choses, trouver un partenaire avec qui vous allez pouvoir partager des moments, comme je disais tantôt. Ça nous permet toujours de pouvoir gérer tous ces stress et de pouvoir arrêter et se ressourcer tranquillement. Il faut savoir que la volonté aussi n'est pas, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas infini, la volonté n'est pas infinie. On a besoin toujours de raviver la volonté, de mettre toujours un peu plus et pouvoir progresser, pouvoir avoir une base de volonté toujours plus grande en fait. Bon, chez les sportifs, on dit souvent que voilà, volonté zéro et puis discipline 100%. Mais voilà, quelque part, même lorsqu'on est discipliné à 100% et qu'on fait les choses correctement, on respecte son emploi du temps et ainsi de suite, tout ce qu'il faut. À un moment donné, quand on le fait sans saveur, sans volonté, n'empêche, on commence à sombrer, en fait. Donc, derrière, il faut pouvoir gérer, effectivement, ça dit stop à un moment donné, remonter ces niveaux de volonté. Et ça, c'est très personnel. Il faut savoir ce qui vraiment nous, nous réagardit, ce qui nous donne justement de peps, en fait. Et ça, c'est vraiment de la connaissance de soi beaucoup plus. Donc, voilà. Je pense que globalement, j'ai fait un tour de ce que j'ai vécu et puis ce que j'ai vécu en France et comment j'ai eu à gérer tout cela et ainsi de suite. Je pense qu'il y aura peut-être des questions derrière.
Je sais pas, Alexis, tu pourras me confirmer qu'il y aura des questions parce que je pense que, voilà, globalement, c'est ce que j'ai fait et je pourrais parler de ma fondation et des actions que je suis en train de mener en ce moment. Mais déjà, je voudrais me rassurer que, ben, voilà, dis-moi. Non, non, tout va bien. Ben, peut-être, si tu veux, tu peux enchaîner sur ta fondation, justement, Oui, et, d'accord. et ensuite on enchaînera avec les questions-réponses. C'est très bien, ça marche. OK. Donc, merci beaucoup, Alexis. Donc, pour revenir, bon, pour continuer du moins sur la fondation, il faut savoir que lorsqu'on on progresse forcément, lorsque je suis, parce que actuellement, je suis quand même l'un des sportifs les plus connus au Burkina Faso et bon, on a des responsabilités aussi qui s'ajoutent à nous, même si on ne le veut pas, qu'on le veuille ou non, bah, du fait qu'on monte, on est obligé de tirer d'autres personnes vers le haut. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de normal, en fait, et qu'il faut assumer. Donc, c'est une responsabilité qui s'impose à nous, j'ai envie de dire. Et moi, je suis OK pour l'assumer. Et donc, pour l'assumer, justement, j'ai mis en place une fondation. Donc, c'est la fondation Hugues Fabrice Zango qui porte mon nom. Et donc, l'idée de la fondation, c'est de pouvoir développer bah, le Burkina, en l'occurrence, parce que c'est là qu'on commence nos activités, par le sport. Et alors, quand on dit développer par le sport, ça peut être voilà, très lunaire comme ça, mais l'idée, c'est de pouvoir encourager et donner des conseils, bien sûr, dans des entreprises qui voudraient bah, des opportunités d'affaires dans le sport. Donc, des entreprises qui voudraient s'implanter et ainsi de suite. Nous, nous sommes prêts à faire des études, par exemple, pour leur donner justement des choses en main qui leur permettraient de s'installer beaucoup plus confortablement. Derrière aussi, c'est tout un programme que nous avons mis en place et nous commençons avec la Fédération d'athlétisme, par exemple, pour restructurer tout le sport au niveau du Burkina Faso. Donc, nous nous battons également pour donner des labels, en fait, à différentes écoles, des écoles qui sont adhérentes, bien sûr, de la fondation, des labels, nous leur donnons bien sûr du matériel et ainsi de suite, bah, pour qu'ils entretiennent et qu'ils commencent le sport très, très jeune. Moi, j'aurais voulu savoir, par exemple, que les Jeux olympiques existaient lorsque j'étais en sixième, mais je ne le savais pas. Honnêtement, j'ai compris, j'ai pris conscience que le sport, que les Jeux olympiques existaient lorsque j'étais en seconde, en fait. J'avais déjà 15 ans. Donc, pour vous dire que ouais, j'ai dû attendre 15 années avant de me rendre compte que les Jeux olympiques existent, qu'il y a des choses qui se passent au niveau du sport. Donc, pour moi, c'est vraiment apporter cette information-là le plus tôt possible aux jeunes pour qu'ils n'aient pas ben, tout, parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés. On peut dire que je suis un miraculeux parce que commencer à 18 ans pour être champion du monde, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu le faire, en fait. Donc, derrière, je pense que je suis le deuxième cas. Donc, derrière, c'est compliqué quand même. Et donc, il faut commencer plus tôt, voilà, et ainsi de suite. Donc, améliorer les techniques de détection avec la fondation et ainsi de suite. Donc, on a quand même tout un bon programme que nous sommes en train de dérouler en ce moment. Et donc, pour commencer, justement, comme on parlait des Jeux olympiques, et cette année, c'est les Jeux olympiques. L'idée, par exemple, c'est qu'on a mis en place une caravane, la caravane des Jeux olympiques, qui va passer dans beaucoup de villes, regrouper tous les collégiens et lycéens. Donc, à peu près 25 000 jeunes seront touchés dans tout le Burkina, où nous allons leur parler des Jeux olympiques. Nous allons leur faire des activités olympiques, en fait, et leur parler de ça. Ensuite, pendant les Jeux olympiques, nous allons mettre bien sûr des écrans géants à certaines zones, par exemple, pour juste stimuler, donner un peu d'envie, d'inspiration et ainsi de suite. Souvent, je pense que, comme j'aime le dire, en fait, il suffit d'inspirer une seule personne et 10 000 autres personnes seront inspirées derrière. Parce que si cette personne est bien inspirée et qu'elle va très loin, bah derrière, elle créera aussi des conditions pour que d'autres personnes puissent progresser. Donc, globalement et de façon très ramassée, c'est ce que nous faisons dans la fondation. Et nous avons déjà bien commencé les activités. Et voilà, nous avons déjà touché la ville de Ouagadougou. La semaine, dans 10 jours, nous touchons une autre ville. Et encore 10 jours après, nous touchons une autre ville et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait un peu dans la fondation. Et voilà, je ne sais pas si c'est suffisant, Alexis. Oui, très bien, Hugues. Merci beaucoup. On va passer du coup à la session questions-réponses. On va vous faire passer des... Super. Est-ce qu'il y a déjà des questions en préparation là? Personne n'a de questions ou en ligne peut-être? Moi, je vais commencer avec une question. Alors, Oui.
On a bien compris que enfin, tu avais un emploi du temps de ministre pour allier à la fois le sport, les études. Mais comment tu fais pour avoir une telle confiance en toi aussi? Dès Ah, l'introduction, on t'a parlé des JO et je vise la médaille. Waouh. ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que ouais, ça c'est aussi un bon point à relever. C'est vrai que lorsqu'on devient, comme je disais, quand on est moi, franchement, lorsque je suis arrivé en France et que j'ai eu à traverser toutes ces choses où c'était à moi de faire, par exemple, tout ce qui est paperasse, c'était à moi de reprendre en main mon alimentation, parce que lorsque j'étais au Burkina Faso, bien sûr, il y a la famille, et ainsi de suite, il y avait beaucoup de facilité. Et donc, je suis devenu de plus en plus responsable, en fait. Et donc, ça, je pense que nous avons des qualités, des choses, en fait, que nous vivons qui devraient juste nous donner une confiance en nous incroyable, mais ce qu'on ne sait pas exploiter. En tout cas, moi, j'ai su les exploiter, donc, et ça m'a permis justement de pouvoir bâtir une certaine confiance en moi. Et derrière, bien sûr, comme j'aime le dire, j'aime suivre en fait tout ce qui est, j'aime lire aussi des choses sur le développement de soi, la psychologie, et ainsi de suite. Donc, ça m'a permis aussi de pouvoir construire au fur et à mesure la confiance en moi et de savoir justement agir, comme j'aime le dire, sur ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas trop de moi. Voilà, c'est comme ça, quoi. La blessure, par exemple, souvent, ça ne dépend pas de l'athlète, mais par contre, l'entraînement dépend de l'athlète. Donc, quelque part, il faut savoir là où on peut agir et là où c'est un peu plus compliqué et juste faire la part des choses. Et après, on est confiant. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que toi, le fait d'être parti à l'étranger, Ouais. tu as changé? Enfin, est-ce qu'il y a eu un avant et un après, véritablement? Ça m'a complètement changé. Et toutes les idées, tout ce que je mets en place au Burkina Faso, quelques startups et ainsi de suite que je suis en train de développer en ce moment, franchement, ça m'a complètement changé, en fait. La vision, comment les choses marchent et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas troquer contre autre chose, en fait, tout simplement. Et bah, mes amis là-bas le voient. Souvent, j'ai deux petits coups d'avance et en fait, voilà, il le remarque en fait. Et tous les étudiants étrangers le voient. Il n'y a qu'à discuter avec vos anciens collègues. Vous avez vu beaucoup plus de choses et ça, c'est une richesse inestimable. D'accord. Heureusement que tu n'as pas répondu l'inverse, parce que justement, notre travail consiste à faire partir les étudiants. Ouf, merci. Alors, est-ce qu'on a des questions en ligne? Pas encore. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans le chat? Pardon. Hop. Alors, tout en bas. T'es sûr? Alors, c'est pas ici. Je l'ai pas. Non, non. Ouais, ouais, pose-la peut-être, Julien. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Ok. Donc on a une question dans le chat qui dit bonsoir Zango, j'aime beaucoup ta présentation. Au niveau de ton arrivée en France, je me reconnais totalement à l'intérieur et j'apprécie beaucoup ton œuvre dans ta fondation et tes conseils. Je prends note. J'aimerais savoir comment tu as fait pour ton alimentation et pour avoir autant de confiance en toi. Ah, d'accord. La confiance en moi revient encore. Merci beaucoup pour la question. Et pour revenir sur mon alimentation, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai des aînés qui étaient là et je leur ai demandé conseil justement sur ce que je pourrais manger, moins manger, et ainsi de suite. Et après, on apprend toujours en fait. De toute façon, nous sommes faits pour nous adapter. Donc, quelque part, c'était qu'une question de temps avant que j'accepte justement certaines choses et que bah, je refuse toujours certaines autres choses, hein, tout simplement. Mais j'ai fait des recherches aussi sur Internet par rapport à l'alimentation d'un sportif en Europe, en France, notamment avec ce qu'il y a. Et j'ai appris à connaître justement les différentes plantes qu'il y a ici et ainsi de suite, en fait. Donc, ça m'a permis de faire de faire ma bouffe, hein, pour dire de façon familière. Mais au fur et à mesure, quand même, ça m'a permis de gérer, de pouvoir reprendre mon poids et ainsi de suite. Parce qu'au départ, mes performances n'ont pas suivi, n'ont pas décollé tout de suite, en fait. À cause du poids que j'avais pris, justement de la mauvaise récupération et ainsi de suite, du froid aussi que j'arrivais pas à gérer. Malheureusement, le froid, on peut rien y faire, hein, donc il faut juste porter des doudounes. J'avais deux doudounes pour m'entraîner. C'était pas très confortable, mais j'étais bien obligé. Et voilà. Derrière, ben, il faut savoir que
il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'accepter certaines choses parce qu'il y a souvent un temps juste incompressible, en fait, lorsqu'on a des activités ou lorsqu'on on se déplace, en fait. Lorsqu'on sort de sa zone de confort, il y a un temps incompressible et cela dépend des gens. Et moi, j'ai appris, j'ai regardé sur Internet et ainsi de suite. Et ça m'a permis aussi de construire tout ça. Mais par rapport à la confiance en moi, si on remonte, ne serait-ce que 5 6 ans en arrière, j'aurais pas pu tenir une conférence, en fait, avec des étudiants. J'aurais pas pu, je ne pouvais pas parler vis-à-vis avec quelqu'un et ainsi de suite. Il faut savoir que tout cela aussi, c'est de l'apprentissage, hein. Et quand je parle d'apprentissage, j'ai appris à mieux m'exprimer. Ça, ce sont des soft skills qui sont très, très importants. Et pour vous qui êtes des futurs ingénieurs et ainsi de suite, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir développer ces petites qualités, ces petits outils-là qui sont à côté de votre formation, bien sûr, les hard skills, mais les soft skills sont très importants si vous voulez progresser professionnellement et ainsi de suite. Donc, cela m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise aussi, donc de prendre de plus en plus confiance en moi. Et au fur et à mesure qu'on a un retour positif, sachez que la confiance se bâtit, mais vraiment, accrochez-vous à tout ce que vous faites de bien pour bâtir votre confiance en vous. Vous faites forcément des choses bien. Et donc, il faut s'accrocher à cela et leur donner leur vraie valeur. Parce que si finalement, vous avez aujourd'hui 15 ou quelque chose comme ça en maths, ben, c'est excellent, vous êtes la meilleure note peut-être de la classe et ainsi de suite, mais soyez-en fiers et utilisez ça pour construire votre confiance en vous pour qu'au prochain contrôle de maths, vous fassiez 15 encore. Donc, moi, je vais m'accrocher à tout ce qui se ressemblait à un espoir, en fait, pour pouvoir avancer. Comme j'aime dire, en fait, aussi souvent, par exemple, à ma psy, parce que je me fais suivre, bien sûr, par une psy, je suis pas fou, hein, donc je me fais suivre juste parce que voilà, c'est important. Et j'aime lui dire en fait que j'ai besoin d'un demi-espoir pour être performant. J'ai pas besoin d'un espoir complet, en fait. Vous voyez, j'ai besoin d'un demi-espoir pour être performant. Donc, quelque part, voilà, c'est ma mentalité. Et donc, on n'a pas besoin que tout soit rose et ainsi de suite pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ce qui dépend de moi, je le ferai si j'ai envie de dire, une lueur d'espoir de pouvoir y arriver, je le réaliserai. Voilà. Je ferai en tout cas de mon maximum ou un peu plus que mon maximum, comme j'aime le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est beaucoup. Voilà, la confiance en soi, c'est... Merci beaucoup, Alexis. On a une question en haut et ensuite on en a OK, deux sur le chat. ça marche. Bonjour. Moi, je voulais savoir, étant donné que vous entraînez en France depuis quelques années, est-ce que les JO à Paris comptent beaucoup pour vous? Ouais, absolument. Merci pour la question. Chaque fois que je saute à Paris, c'est à Paris que j'ai fait ma première grosse performance qui m'a permis de me placer dans le top 5 bah, mondial, hein, tout simplement. Et chaque fois que je saute à Paris, le public est acquis, j'ai envie de dire, à ma cause. Donc, forcément, ça me tient à cœur. C'est comme si je sautais dans ma deuxième maison. Et sachez que tous les clubs, bah, mon club, justement, va se déplacer. Il y a pas mal de personnes que je connais. Chaque fois que je saute en France, il y a énormément de personnes que je connais dans les stades, dans les gradins. Donc, je pense que ben, ça sera un peu comme un deuxième chez moi. Et donc, moi, je vais pouvoir utiliser cette énergie-là pour aller chercher la médaille d'or qui me manque, justement. Alors, on a une autre question en ligne, c'est de Girard. Quand on voit ton parcours et ton discours, on a l'impression que tu as atteint tous les objectifs possibles. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Quelles sont tes prochaines perspectives? Absolument. Je pense que, vous savez, tout ce qui est objectif matériel, en tout cas pour ce qui est de ma conception des choses, tout ce qui est objectif matériel doit juste rester un objectif matériel. En fait, ce que je vise, en fait, c'est devenir, et devenir n'a pas de fin. Donc, quand je me dirige vers l'ouest, l'ouest n'est pas un point d'arrivée, donc c'est vraiment une direction. Et donc, c'est comme ça que je conçois la chose. Et donc, comment alors, je veux être le plus excellent possible dans tout ce que j'entreprends. Voilà, c'est en fait ça mon objectif. Donc, quelque part, quand comment je fais du sport, j'essaie d'être le plus excellent possible. Quand je fais mes études, j'essaie d'être le plus excellent possible et ainsi de suite. Quand j'entreprends sur un projet, ainsi de suite, j'essaie d'être vraiment le plus excellent possible. Et donc, moi, je sais qu'il y aura beaucoup d'autres défis qui vont se présenter à moi. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait, que j'ai en tête, comme je parlais de différentes entreprises que je mets en place et ainsi de suite. Bon.
voilà, l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir les mener, voilà, jusqu'à un point qui soit des références au Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des gros objectifs encore et des gros challenges qui m'attendent, mais moi, comme j'ai une direction d'excellence, j'ai une direction de pouvoir faire un peu plus que mon maximum. Voilà, c'est vraiment ça mon leitmotiv et je me dirige vers là, quoi. Donc, derrière, tout ce que je vais atteindre, par exemple, si mon objectif premier, c'était que mon entreprise fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qu'il l'ait fait, bah, je viserai 2 millions. Donc, quelque part, c'est vraiment c'est une direction qu'il faut prendre et ça, c'est vraiment très, très important. Quand on a un objectif et que c'est un point, bah, souvent on ne progresse plus et c'est très ennuyant derrière. Donc, pour moi, il faut avoir une direction. Alors, une autre question en ligne d'Alexis, c'est pas moi. Comment gères-tu la pression vis-à-vis de l'image que tu renvoies dans ton pays et à l'international? Ah, ça, c'est quelque chose de très pesant. Merci pour la question, Alexis. Donc, alors, la pression arrive lorsque, bon, en tout cas pour ce que je comprends de la pression, arrive lorsqu'on pense pas pouvoir agir en fait, réellement. C'est lorsqu'on n'arrive pas à agir qu'il y a de la pression. Alors que pour moi, lorsqu'on veut contrôler ce qui ne dépend pas de nous, il y a de la pression. Lorsqu'on veut, voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et pour moi, lorsque je veux agir sur ce qui dépend de moi, sur mon domaine d'expertise, je pense que chacun de nous ici, s'il s'agit juste, voilà, il y a un gros projet et qu'on doit installer, parce qu'on parle de mine, hein, installer une mine quelque part et ainsi de suite. Quelque part, lorsque vous allez avoir vos diplômes, vous allez certainement pouvoir apporter votre pierre. Mais si on vous sort de là et qu'on vous demande un plan je ne sais pas moi, pour construire quelque chose d'autre ou voilà, une machine par exemple, parce que ça c'est mon domaine en l'occurrence, peut-être que vous aurez beaucoup plus de mal et qu'on vous exige quand même de le faire. Donc là, il y a du stress en fait qui se crée parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous ne pensez pas être capable de le faire et donc parce que en quelque sorte, ça ne dépend pas de vous. Donc, moi, ce que je comprends du stress et pour la gérer, c'est que ben, lorsqu'on a une situation, je regarde dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce que je ne peux pas, voilà, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Et en fait, je me concentre vraiment sur ce qui dépend de moi. Donc, comme j'aime le dire, lorsqu'on se concentre vraiment sur ça, c'est beaucoup plus facile. C'est très facile parce que c'est votre domaine d'expertise. Il n'y a personne qui va vous l'enlever. Et là, vous êtes performant forcément. Très bien, on a une autre question en ligne. Alors, Oui. en fait, par rapport, tu parles de les deux reviennent en fait sur la confiance en soi. Tu Hmm. parles de la confiance en soi. Est-ce que tu as une méthode, un livre, peut-être quelqu'un, une référence que tu conseillerais, que tu as lu et qui t'a beaucoup aidé? Et, euh, D'accord, oui. et Ouais, deuxièmement, comment est-ce que tu as fait pour te forger comment c'est, un mental, pardon, un mental en acier trempé? alors, est-ce que ouais, je vais d'abord répondre à la question sur le mental et ensuite parler des différents livres en fait que j'ai eu à lire et ainsi de suite. Euh, alors, pour le mental, je pense qu'il faut juste apprendre à faire face et aller toujours un tout petit peu plus loin que ce qu'on a déjà eu à faire. Comme on dit, pour pouvoir avoir de nouveaux résultats, il faut faire un peu plus que ce qu'on a déjà fait. Donc, moi, quelque part, lorsque j'atteins un point, et comme je dis, moi, je me dirige, j'ai une direction, en fait, mais pas des... Tout ce que je valide, en fait, c'est des checkpoints. En fait, je dis, OK, ça, c'est validé. C'est de nouveau, c'est des objectifs qui me permettent d'apprécier en fait ma progression, mais c'est pas des objectifs finaux en fait finalement. Donc quelque part, on se dirige justement vers une direction parce qu'il faut la choisir sa direction. Je pense que chacun de nous devrait vraiment se poser la question sur quelle direction je veux donner entre griffes à ma vie, hein, tout simplement. Même si je suis ingénieur et tout, je veux pouvoir aider le maximum. Je veux pouvoir être si c'est l'excellence, si c'est le mérite, il y a pas mal de qualités derrière sous-jacentes qui peuvent nous motiver, en fait, des choses qui nous parlent. Et derrière, en fait, lorsqu'on a sa direction, tout ce qu'on valide, en fait, ne sont que comme je disais, checkpoints. Et donc, derrière, je ne vois plus vraiment du stress, je ne vois plus tout simplement de mental, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment la direction, quoi. Voilà, donc derrière, voilà, je ne sais pas si c'est très explicite comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je conçois la chose en fait. Donc se forger un mental, c'est vraiment prendre une direction en fait.
une direction qui n'a pas vraiment de point d'arrivée. Tout ce qu'on a comme objectif, ce sont que des objectifs intermédiaires, en gros. Voilà, en gros. Et par rapport à une référence ou des Ah bouquins oui, d'accord. lus? Oui, oui, oui. Bon, moi, j'écoute beaucoup des livres audio et parce que c'est quand même beaucoup plus facile, hein, et ainsi de suite. Alors, bah, déjà, je sais pas si les gens ils lisent, bon, ils écoutent ou bah, est-ce que vous croyez aux histoires d'hypnose et de la méditation et ainsi de suite? C'est vraiment pour nous les athlètes, en fait, c'est quand même un domaine qui est important aussi. Donc, pouvoir travailler son mental, pouvoir travailler son calme, pouvoir gérer son stress. Et justement, quand je parle de faire la part des choses, c'est pas si facile de pouvoir faire la part des choses, en fait, quand on est justement sous stress, en fait. On ne sait plus ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et donc là, avec l'hypnose, avec la méditation, ça nous permet justement de pouvoir séparer les choses et ainsi de suite agir. Donc, des livres intéressants. Alors, il y a un livre que j'ai lu que je trouve très, très intéressant, c'est Deep Work, donc un Américain qui a fait de Cal Newport, Deep Work. Donc, ça s'appelle Deep Work. Donc, moi, je les écoute sur Audible et on peut les avoir aussi partout, hein. Je pense que même sur YouTube, on peut avoir. Donc, pour travailler ma confiance en moi et ainsi de suite. Donc, j'ai lu Les 48 lois du pouvoir et ainsi de suite. Donc, j'ai lu Pas d'excuses. J'ai lu, je pense, Atteindre l'excellence de Robert Greene. Donc, voilà, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses. J'ai lu Objectif. Voilà, il y a des choses comme ça que j'ai eu à lire. J'ai lu au moins une quinzaine de livres, je pense. Donc, ça m'a permis justement de faire une synthèse et de pouvoir avoir de la matière pour pouvoir tracer ma voie aussi, parce que tout ne me convient pas. Très bien, merci beaucoup. Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On n'en a plus sur le chat. C'est bon? Hugues, on va te remercier pour ton temps. Merci beaucoup. Oui. Et surtout, on va avoir donc les yeux rivés sur nos écrans, ou pour ceux d'entre nous qui pourront aller au Stade de France, du 7 au 9 août, c'est bien ça? Le 7 août à 19h30, c'est mes qualifs. Bon, normalement, les qualifs, ça devrait être tranquille. On me dit les doigts dans le nez. Et puis la finale, c'est le 9 août, effectivement, à 19h40. Et là, ça sera le feu. Très bien. Eh ben, bonne chance Merci. pour cette superbe compétition. Et merci Merci encore à beaucoup. toi. C'est vraiment un honneur d'avoir pu échanger avec toi. Non, je Merci. vous en prie. Bonne Bah, soirée. j'espère que tout le monde a appris des choses, hein, deux, trois petites choses, deux, trois petits tips. Bah, je sais pas. Si la salle a appris quelque chose, au moins vous pouvez lever la main. Ah, c'est top. Merci. C'est top. Merci beaucoup à vous et désolé encore pour le retard. Et j'espère pouvoir échanger avec vous une autre fois. Pas de souci et bienvenue à Albi quand tu passes par ici. Ça marche. Bienvenue Ouais. à... Voilà. Merci, au revoir. Ah,